l'Ukraine est un pays qui a été construit, on va dire, au XVIe siècle de mémoire. C'est un pays qui est composé de deux parties distinctes, une partie tournée vers l'ouest, donc on pourrait dire que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de pro-occidental, et une partie orientale du pays qui est russophone, russophile, et qui est d'origine slave orthodoxe et qui est naturellement tournée vers la Russie. En 1956, à l'époque où l'Ukraine était contenue dans l'URSS, donc quasiment une province russe, Khrouchtchev symboliquement a donné la Crimée à l'Ukraine. À l'époque, c'était un acte symbolique qui n'engageait pas à grand chose, sauf que depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, et bien du coup, les Russes doivent aujourd'hui s'en mordre les doigts. Toujours est-il que concrètement la situation est que une partie de l'Ukraine est russophone, russophile et entend rester dans le giron russe. Cette partie qui contient environ un tiers de la population contient deux tiers des richesses. C'est la partie riche à la fois parce qu'elle a un débouché sur la mer Noire et en même temps parce qu'elle concentre toutes les industries ou une grande partie des industries. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, nous allons voir d'abord pourquoi ça s'est passé, mais les événements récents, la déstabilisation, l'Occident, donc les États-Unis et leurs bras armés européens ont organisé, d'ailleurs sont à l'œuvre depuis 5 ans, puisque ça, on le sait maintenant, une députée européenne l'a avoué, depuis 5 ans les Européens sont à la manœuvre avec les Américains pour déstabiliser le gouvernement ukrainien qui, contrairement au plan prévu, a refusé de faire adhérer l'Ukraine à l'Union européenne. Donc le plan occidental qui était de ramener l'Ukraine dans le giron occidental a échoué, le président Yanukovych ayant refusé, et du coup le plan de basculement, de renversement et de déstabilisation de l'Ukraine a été enclenché. Le tempo était assez bien joué puisqu'il y avait les Jeux Olympiques de Sochi, et du coup les événements ont eu lieu pendant les Jeux Olympiques, Vladimir Poutine ne pouvant rien faire puisque traditionnellement et historiquement les Jeux Olympiques sont une période de trêve dans les relations internationales. Mais cela dit, il a quand même dit quelque chose. Au moment des Jeux Olympiques, il a proposé la partition de l'Ukraine. Alors ça pouvait paraître prématuré, un peu jeté comme ça, mais en fait ça voulait dire quelque chose. Dans les relations internationales, quand on ne peut pas agir, on peut parler. Et dire à ce moment-là, je propose la partition de l'Ukraine, ça voulait dire en fait clairement, ne touchez pas à la partie orientale de l'Ukraine. C'est notre chasse gardée, c'est notre précaré, c'est notre espace vital. C'est ça que ça voulait dire, quand il a proposé la partition de l'Ukraine. Il a dit clairement aux Occidentaux, ne touchez pas à notre espace vital. Alors, bon, aujourd'hui, il y a une propagande anti-russe colossale, de même qu'il doit y avoir une propagande anti-occidentale de l'autre côté. Vous savez ce que disait Georges Clemenceau, hein, on ne mange jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Donc là, nous sommes pendant la guerre, nous sommes en pleine propagande, donc c'est propagande contre propagande. Ce que l'on peut dire de l'attitude de la Russie, c'est que historiquement, la Russie est un pays défensif, qui est dans une posture stratégique défensive. Bon, elle a eu ses périodes d'expansion, au temps de Pierre le Grand, au temps de Catherine II, mais depuis très longtemps, elle est dans une posture stratégique défensive. D'ailleurs, un des indicateurs de cela est que ces pôles stratégiques, ces pôles industriels d'excellence sont tous dans le domaine de la défensive. J'entends les pôles d'industrie militaire, sont tous dans le domaine de la défensive. La défense aérienne, la défense anti-aérienne, la dissuasion nucléaire qui est une composante de la défensive. Dans cette affaire, la Russie a mené une attaque tactique en Crimée et dans la partie orientale de l'Ukraine, une attaque tactique qui est en fait à visée stratégique défensive, puisqu'il s'agit d'assurer une souveraineté sur son espace vital. Si vous voulez, si vous avez du mal à comprendre un peu entre tactique et stratégique, offensive, défensive, je vais prendre un exemple simple qui va permettre de comprendre, c'est la bataille d'Angleterre.
Au cours de la bataille d'Angleterre, l'Allemagne menait une offensive stratégique contre l'Angleterre, et l'Angleterre se défendait stratégiquement, défendait son territoire, son espace aérien, contre l'offensive allemande. Ce faisant, les bombardiers allemands se défendaient contre les attaques des chasseurs britanniques, et les chasseurs britanniques étaient offensifs sur les bombardiers allemands. C'est-à-dire que vous aviez au niveau tactique des chasseurs qui étaient offensifs sur des bombardiers pour assurer une défensive stratégique, tandis que les bombardiers qui étaient défensifs sur les chasseurs qui les attaquaient, au niveau tactique, menaient une offensive stratégique. Et bien là, c'est à peu près, en Ukraine c'est pareil. La Russie mène une offensive tactique limitée, circonscrite à la partie orientale de l'Ukraine, pour en fait assurer une défensive stratégique sur son espace vital et ce qu'elle considère comme son précaré, son espace de souveraineté quasiment. Alors quand j'étais jeune colonel à Taverny en 1997, un général de l'armée de l'air que j'aimais bien et qui m'aimait bien, je l'avais connu comme cadre à Salon-de-Provence quand j'étais élève, m'avait conseillé ce livre, Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski. Il m'avait dit, Chamin, il faut que vous lisiez ce livre, c'est Mein Kampf, avec l'humour qui le caractérisait. Donc effectivement, j'ai lu ce livre, et effectivement, c'est Mein Kampf. Zbigniew Brzezinski, donc dans ce livre, Monsieur Brzezinski qui était conseiller des différents présidents US. De Carter, président de la trilatérale, etc. Bon, et il est toujours très écouté. Lorsqu'il parle, tout le monde l'écoute car c'est un grand géostratège. Monsieur Zbigniew Brzezinski, dans ce livre, décrit ce qu'il faut faire pour que les États-Unis restent les maîtres du monde au XXIe siècle. Et il fait le constat suivant, c'est que le centre du monde, c'est le continent eurasiatique. Donc il dit, qui gouverne l'Europe de l'Est gouverne le continent eurasiatique, qu'il appelle le Heartland. Qui gouverne le Heartland domine l'île-monde, et qui gouverne l'île-monde domine le monde. Alors il fait une analyse du continent eurasiatique, et en particulier il définit le concept d'acteur géostratégique et de pivot géopolitique. Alors les acteurs géostratégiques, il y en a 5, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et l'Inde. Alors maintenant la France, on peut l'écarter, puisque depuis Sarkozy, la France n'existe plus, et avec Hollande c'est pareil. En revanche, les pivots géopolitiques, comment les définit-il d'abord? La notion de pivot géopolitique, là je le cite, désigne les États dont l'importance tient moins à leur puissance réelle et à leur motivation qu'à leur situation géographique sensible et à leur vulnérabilité potentielle, laquelle influe sur le comportement des acteurs géostratégiques. Le plus souvent, leur localisation leur confère un rôle clé. Donc les 5 pivots géostratégiques du continent eurasiatique, selon Brzezinski, est l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Corée, la Turquie et l'Iran. Ukraine, Azerbaïdjan. C'est pas là qu'il y a eu des révolutions oranges, il me semble. Dans les deux, hein, je crois bien. Hein, voilà. Donc, et que dit-il à propos de l'Ukraine, M. Brzezinski? L'indépendance de l'Ukraine modifie la nature même de l'État russe. Donc évidemment, la Russie, l'objectif est de contraindre la Russie et la Chine. La Chine qui à l'époque n'était pas encore aussi puissante, mais qui quand même, dont on sentait qu'elle allait émerger. De ce seul fait, cette nouvelle case importante sur l'échiquier eurasien devient un pivot géopolitique. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Eurasie. Et quand bien même elle s'efforcerait de recouvrer un tel statut, le centre de gravité en serait alors déplacé, et cet empire pour l'essentiel asiatique serait voué à la faiblesse, enchaîné dans des conflits permanents avec ses vassaux agités d'Asie centrale. Ceux-ci n'accepteraient pas sans combattre la perte de leur indépendance récemment acquise. Alors il parle aussi à un moment donné des mouvements islamistes au sud de la Russie, comme un élément sur lequel on peut s'appuyer. Le sort de l'Azerbaïdjan et de l'Asie centrale, à l'égal de celui de l'Ukraine, dictera ce que sera ou ne sera pas la Russie à l'avenir. Voilà l'analyse que fait M. Brzezinski. Et donc, on voit bien que tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé en Azerbaïdjan avec la révolution colorée, tout ce qui se passe en Ukraine depuis la première révolution colorée jusqu'à celle-ci, est clairement défini dans un plan. Il faut lire Mein Kampf. C'est important de savoir où l'on va. Voilà. En finançant, on peut le dire, hein, ils ont été financés, y compris les milices nazis, y compris les mouvements nazis. Donc ça ne dérange personne d'avoir des nazis en Ukraine qui
combattants de la liberté. Hein. Et puis j'observe le discours, mais à la limite, c'en est tellement stupéfiant de culot que, enfin, on reste les bras ballants. Quand j'entends Fabius aujourd'hui qui dit qu'il faut s'en remettre au droit international, alors que le même, il y a quelques mois, disait on n'a pas besoin de l'ONU pour intervenir en Syrie, mais enfin, on est dans un conte dans un mauvais conte pour enfants, quoi. Il y a une schizophrénie qui est un peu visible. Complètement, ouais, non, là, on sent bien. Si vous voulez, on sent la fin d'un système. Il n'y a plus de cohérence dans la parole, plus de cohérence dans les actes. Il n'y a plus de cohérence dans les justifications, on fait n'importe quoi. On est agité par les marionnettes des États-Unis. On fait n'importe quoi. On justifie ça n'importe comment, toujours en essayant de s'accrocher aux droits de l'homme, car la France, toujours pays des droits de l'homme. Alors d'un côté on dit il faut se passer de l'ONU pour renverser un dictateur au nom des droits de l'homme, de l'autre côté on dit il faut s'en remettre au droit international pour empêcher une intervention au nom des droits de l'homme. C'est totalement empirique, contradictoire, enchevêtré, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et la propagande occidentale aujourd'hui, enfin en tout cas la propagande française, celle qu'on entend sur nos ondes, n'a vraiment aucun sens. C'est assez hallucinant. Pour l'instant, nous en sommes au stade des menaces. Là, si vous voulez, je pense qu'au niveau économique, nous sommes un peu comme au moment de la guerre froide sur le plan militaire, hein, c'est-à-dire dans l'autodestruction mutuelle. Alors, si les Occidentaux mettent en œuvre les sanctions, je pense qu'ils prendraient un risque considérable, parce que j'ai vu ce matin que Poutine avait dit que si les avoirs russes étaient gelés, hein, il s'agit de ça, geler des avoirs russes, il a dit qu'à ce moment-là, le gouvernement russe vendrait tous les bons du trésor américain qu'il détient et qu'il inciterait les milliardaires russes à en faire de même. J'imagine que la Chine suivrait et ce serait la fin du dollar. Donc là il joue un jeu extrêmement dangereux. Vous savez, c'est la crise de Cuba, quoi. Je veux dire, ce qui se passe au niveau économique aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau nucléaire au cours de la crise de Cuba. Je pense que s'il passe au stade de l'action, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et en tout cas, jouer à brandir des menaces économiques alors que l'économie américaine est dans un état de vulnérabilité extrême, elle ne tient plus à rien, plus qu'à un fil. Si la Chine et la Russie se mettent à vendre leurs bons du trésor américain, le dollar n'existe plus du jour au lendemain. Donc, sur le plan militaire, on est devant un fait accompli. Les Russes ont mené leur offensive tactique, ils ont sécurisé leur précaré, ce qu'ils considèrent comme leur espace vital, et donc quasiment qui relève de la souveraineté. Donc ça va, ils l'ont fait, c'est un fait accompli. Les Occidentaux sont très mécontents, parce qu'ils pensaient emporter tout le morceau. Malheureusement, Poutine a dit clairement non, on s'arrête à ce niveau-là. Alors maintenant, la solution, enfin je veux dire, comment ça va se terminer, tout ça, partition, pas partition, il va y avoir des élections, faudra voir ce qui va se passer pendant ces élections, en sachant que le peuple ukrainien est beaucoup plus complexe que ce qu'on analyse les Américains, parce qu'à part Brzezinski, bon, Brzezinski lui fait de la grande géostratégie, il joue sur des cartes et tout ça, mais après dans la réalité, concrètement, il faut mettre en œuvre tout ça. Alors effectivement, il y a la tactique des révolutions orange, le mode d'emploi qui est donné par un livre From Dictatorship to Democracy, qui est aujourd'hui traduit en français d'ailleurs, qu'on peut trouver sur internet, sous format PDF, donc qui explique, c'est le mode d'emploi des révolutions orange, mais s'appuyer sur des groupes étudiants essentiellement, c'est des étudiants, ce sont des groupes étudiants qu'on finance,
via la CIA, la NED, bon, bref, USAID, toutes ces officines, la Fondation Rockefeller, ça n'est pas remuer la population en entier. Or, la population ukrainienne est quand même assez indépendante, d'un esprit assez indépendant, voire même très indépendant. L'histoire de l'Ukraine s'est constituée sur cet esprit d'indépendance. Et il n'est pas certain que même ayant renversé Yanukovych, on l'a vu instrumentalisé par les États-Unis et l'Europe, même ayant fait cela, les Ukrainiens veuillent se jeter dans les bras de quelqu'un d'autre, d'occidental en l'occurrence, quand on sait comment les pays de l'Union européenne, ce qu'ils deviennent aujourd'hui en pleine crise économique. Quand on voit que la Troïka, le FMI commence à proposer des prêts à l'Ukraine, on se dit oh là là, ils sont mal partis les Ukrainiens, parce que si le FMI s'en mêle, c'est vraiment très très mauvais signe pour eux. Donc l'avenir nous dira si l'intégrité de l'Ukraine sera garantie. Oui, mais honnêtement, je pense que les deux scénarios sont à peu près aussi vraisemblables l'un que l'autre. Et en particulier, le scénario de la partition ne me semble pas si invraisemblable. Je veux dire qu'il pourrait y avoir une partition négociée et pacifique de ce pays, compte tenu de son histoire, et je pense que ça fait partie. Sortirait le grand gagnant de ce... Ah bah oui, il aurait sécurisé son espace vital, et récupéré les richesses, je veux dire, parce que 2/3 des richesses sont dans cette partie de l'Ukraine, et puis après, le reste, eh bien maintenant, il faudrait que les autres payent le gaz au prix fort. Et les Allemands aussi, et les Français aussi, parce qu'il va y avoir des retours après. D'ailleurs, j'ai vu que dans une brève ce matin, que l'Allemagne se disait prête à encaisser un choc du prix du gaz russe. Elle était prête, elle disait on a des réserves de pétrole et de gaz suffisants pour pouvoir encaisser un choc. Donc il y a cette menace aussi.